Bonjour à tous et bienvenue en direct sur charentelibre.fr pour cette émission spéciale tournée depuis l'Espace Cara où se tient tout le week-end le forum des associations. Charente Libre a 80 ans. Le premier numéro de votre journal est paru le 2 septembre 1944. Et pour célébrer avec vous, lecteurs ou téléspectateurs de CL, nous avons décidé de sillonner la Charente à bord de la caravane Charente Libre. Première étape aujourd'hui, c'est donc à l'Espace Cara. Nous y sommes depuis hier samedi et encore toute la journée de dimanche avec notamment un escape game à découvrir ici à l'Espace Cara. Donc, et le sujet de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il y a 2 tables rondes qui sont organisées tout au long du week-end, le sujet de la table ronde aujourd'hui que j'ai le plaisir d'animer avec Julie Pasquier, qui est la chef de la locale d'Angoulême, est intitulé de la façon suivante: à l'heure des réseaux sociaux, un journal local a-t-il toujours et encore une utilité? 6 invités avec nous pour en parler, que je vous présente immédiatement. Tout d'abord, en partant de ce côté, Jérôme Sourisseau, qui est le président de Grand Cognac, donc premier invité politique. À côté, nous avons Nicole Bonnefoy, qui est la sénatrice de la Charente et qui est conseillère départementale, comme vous d'ailleurs, Jérôme Sourisseau. À vos côtés, Josie Merzo. Josie Merzo est correspondante Charente Libre dans le Sud-Charente depuis quelques années. Elle viendra nous expliquer un petit peu son rôle de correspondant. À côté, Armel Leny, qui est le rédacteur en chef de Charente Libre, le numéro 1 des journalistes de CL, qui viendra nous expliquer, nous parler de l'utilité de ce journal. À ses côtés, Pierre Allory. Pierre Allory est à la fois un lecteur de Charente Libre, il lit notre journal tous les jours et il est également un patron de bar bien connu, le Blues Rock, pour ne pas le citer, à Angoulême, place des Halles. Et notre dernier invité, c'est Mickaël Lablanche, qui est le secrétaire général de la CGT en Charente. Nous avions envie aussi d'avoir un invité pour représenter un syndicat en Charente. Et donc, je donne la parole à Julie pour la première question. Et la première question, elle va être pour toi, Armel, le numéro 1 de ce journal, comme vient de le dire Stéphane. À l'heure des réseaux sociaux, un journal local a-t-il encore une utilité? C'est l'intitulé de cette conférence, cette table ronde. Ça veut dire d'abord qu'un journal local doit être utile. Effectivement, c'est très important pour nous l'utilité. Les gens payent tous les matins, je crois que c'est 1,20 € maintenant, et il faut que pour 1,20 €, ils aient des informations, des choses qui leur permettent de beaucoup mieux vivre en Charente au quotidien. Alors des informations. Charente Libre, c'est un journal global et nous, on y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'on est là pour donner des informations qui évidemment, on parle de ce qui se passe partout dans le monde, mais aussi au coin de la rue. Et là, on est les seuls à pouvoir donner ce type d'informations, et pour nous, c'est extrêmement important. De l'info pratique, en fait. De l'info pratique, mais aussi de l'info pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi le maire de ma petite commune a pris telle décision, pour comprendre pourquoi au département il peut y avoir un débat sur telle et telle question. Et là, c'est vraiment notre rôle au quotidien. On parle des réseaux sociaux ce matin. On t'entend souvent dire que Charente Libre, c'est le premier réseau social des Charentais. Oui, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça fait 37 ans maintenant que je suis là. C'est le lien de proximité entre les lecteurs et le journal. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des grands journaux régionaux extrêmement puissants comme Ouest France, comme Sud-Ouest. Ici, on est à l'échelle départementale. Ce que je dis aussi, c'est qu'on est à portée d'engueulade de nos lecteurs et de nos lecteurs et de nos interlocuteurs. Et en fait, c'est assez frappant. Les gens, dès qu'ils ont un problème, ils ne savent plus vers qui se retourner. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appellent Charente Libre. Et moi, je me rappelle, au tout début, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était assez marrant. Le soir, j'étais journaliste sportif, on était de permanence. Les gens, ils nous appelaient pour avoir le résultat du tiercé ou parce qu'ils avaient parié qui avait marqué le but dans la Coupe du Monde 1958. Et il n'y avait pas Google. Et bien, Google, c'était nous. Et c'était important. Et aujourd'hui, ça continue. On a encore... Alors c'est plus pour ce type de choses, mais un lien très direct avec des gens, ils circulent sur la RN10, ils voient un accident, ils sont dans le bouchon, ils disent Charente Libre, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Donc Charente Libre, le premier réseau social des Charentais, comme l'a dit Armel à l'instant. Les politiques ici sont très actifs sur les réseaux sociaux et en particulier Nicole Bonnefoy ici présente. C'est souvent sur Facebook d'ailleurs que vous exprimez, Nicole Bonnefoy. D'abord, pourquoi ce choix et est-ce que c'est les réseaux sociaux et Charente Libre, les réseaux sociaux ou Charente Libre, ou les réseaux sociaux sans Charente Libre?
D'abord, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la Charente Libre, 80 ans, c'est pas rien, et puis en pleine forme, en bonne santé, même si je n'ignore pas les difficultés qui ont traversé la Charente Libre, enfin ce journal, et qui a dû s'adapter, comme nous devons tous nous adapter d'ailleurs, individuellement ou collectivement, à la transformation de la société, et les réseaux sociaux en font partie. Je suis là, moi, je suis élu maintenant depuis un moment, certains diront peut-être depuis trop longtemps, et j'ai vu, comme toi Armel, évidemment, l'arrivée de l'informatique et l'arrivée surtout des réseaux sociaux dont on peut évidemment être critique. Mais vous y êtes lancé plein pot. J'allais dire, moi j'y suis pas allé naturellement. C'est, pour vous dire la vérité, j'avais un stagiaire, un jeune stagiaire, et ce jeune stagiaire m'a dit, parce que j'avais un site internet, d'ailleurs, j'étais la seule des élus à avoir un site internet quand j'ai été élu au Sénat, à la fois pour rendre compte de mes activités, etc. Et lui, quand ce jeune est arrivé, il m'a dit, mais il faut absolument aller sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que l'information est diffusée. Et donc j'ai dit, écoute, j'y connais rien, tu me crées un compte Facebook, et c'est ce qu'il a fait, et à partir de là, j'ai communiqué sur ce compte. Alors la question c'était, est-ce que c'est Charente Libre et Facebook, ou avec ou sans, ou se passer même de Charente Libre? J'allais dire, c'est souvent la Charente Libre qui vient récupérer les informations de Nicole Bonnefoy sur Facebook. Donc je pense que la Charente Libre, c'est un outil d'information pour elle aussi. Alors c'est là où il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas nécessairement prendre l'information à brut, comme ça, brut. Et c'est ça le problème. Je ne dis pas le problème de la Charente Libre, le problème en général des réseaux sociaux, c'est la source d'information et vérifier ces sources, voire les développer, les argumenter, etc. Mais c'est vrai que c'est un moyen d'information. Alors des fois, je peste, parce que je dis, j'ai plus de gens qui sont intéressés par comment on fait une tarte aux pommes ou de la confiture de fraises qu'une proposition de loi très importante que vous avez déposée sur la question des sols, par exemple. Donc, mais c'est un outil, évidemment, d'information. Alors, pardon. Nicole, vous êtes sénatrice, c'est donc un mandat national. La presse locale, ça reste important quand on est sénatrice comme vous ? Bien sûr que ça reste important. D'abord parce que je pense que les Charentais sont fiers d'avoir un journal local qui n'est pas uniquement que local, puisque certes il y a du local avec des correspondants, donc il y a une proximité, mais il y a aussi, et c'est ça qui est très important, une information nationale. Et il le faut avec du recul. D'ailleurs, la Charente Libre s'est adaptée, y compris avec sa TV web, etc., avec la volonté d'aller un peu plus en profondeur sur des débats nationaux. Je pense aux questions environnementales qui nous préoccupent tous, mais moi un peu plus au regard des fonctions que j'occupe, que ce soit au Sénat ou au département. Et donc vous avez lancé les étoiles de l'environnement, par exemple. C'est une façon de sensibiliser, d'informer et les citoyens à cette question qui est majeure, alors que justement sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très identifiés, qui sont climato-sceptiques assurés, et donc comme souvent malheureusement ceux qui s'adonnent aux réseaux sociaux, et je pense tous les publics, y compris les jeunes, prennent pour argent comptant. Donc il y a une presse locale qui soit en capacité de relayer de l'information, de l'assurer, de la développer, de faire, y compris du contradictoire, parce qu'avec la TV web, c'est ce que vous faites, y compris des cahiers qui sont d'ailleurs très bien faits, sur un certain nombre de cahiers sur la question de l'environnement, mais il n'y a pas que, moi je pense à celle-là en particulier. Je crois au contraire que c'est un défi majeur pour la presse locale de s'emparer de ces questions pour rendre le public mieux informé et donc plus intelligent, y compris dans le choix, y compris dans le choix politique. Jérôme Zorisseau, vous êtes forcément aussi un interlocuteur incontournable pour Charente Libre au regard de vos fonctions politiques. Vous êtes aussi sur les réseaux, un peu moins que Nicole Bonnefoy. Vous ne proposez pas de recettes de tarte aux pommes, ça c'est sûr, sur les réseaux, c'est pas trop votre style. Est-ce que pour vous, le journal, il est quand même toujours un média incontournable quand on est en Charente, et toujours utile pour faire entendre votre voix? Il est fondamental parce qu'il y a une profession derrière, c'est le métier de journaliste. Et
les réseaux sociaux, ce n'est qu'un outil, ce sont des outils de communication, comme on fait un journal municipal, ou comme on fait un certain nombre de choses, où on donne des communications forcément subjectives, parce qu'on fait la promotion d'une politique municipale, on fait la promotion d'un territoire, sans la nuance et la distance. Et c'est la grosse différence, et c'est fondamental d'appuyer dessus, parce qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, il y a une très grosse confusion là-dessus, c'est que le journaliste est là pour faire le médiateur, pour hiérarchiser l'information, pour mettre de la hauteur, de la mettre en perspective, et de ramener au local ce qui doit être local, de ramener au national ce qui doit être national. Et dans le monde actuel, je trouve ce qui est regrettable, c'est qu'on voit un certain nombre de chaînes d'infos continues où le métier de journaliste n'est plus tout à fait le métier de journaliste, où on est capable de mettre en boucle pendant 3 jours une information certes dramatique, mais qui rapportée à l'échelle du monde mériterait d'être un peu remis en perspective, mais on va pendant 48 heures, en boucle, rentrer ça dans la tête des gens. On va avoir les réseaux sociaux aussi, avec ces algorithmes quand même derrière, qui enferment la pensée dans une certaine façon, parce qu'on s'intéresse à des sujets, du coup on reçoit que des informations sur ce sujet-là, sans vérification. C'est pour ça, moi qui suis agrégé de sciences, quand je vois qu'on est arrivé presque à 20% de personnes qui pensent que la Terre est plate parce qu'ils l'ont lu sur Facebook, la démocratie peut être en enjeu de ça. Les journalistes sont fondamentaux, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais je crois que c'est important. Et donc du coup, pour un journal comme la Charente Libre aujourd'hui, c'est un vrai défi, parce qu'il faut à la fois s'adapter à ce monde-là, tout en gardant cette rigueur journalistique. Et j'imagine bien vos difficultés. Pour cela, à mon avis, il faut à la fois s'investir sur ces champs-là. Je pense qu'aujourd'hui, une actualité d'un réseau social doit être traitée par le journal, à la fois parfois pour rebondir dessus, parfois pour dire attention, voilà, il tourne quelque chose, c'est faux, voilà, les journalistes sont vérifiés, mais je pense qu'on ne peut pas être dans 2 mondes parallèles, il faut vraiment le connecter et aider nos concitoyens à y voir clair, parce que ce flux d'informations continue, sans hiérarchie, encore une fois, sans distance, sans avoir le temps de se poser, peut être extrêmement dangereux dans la démocratie. Je crois qu'on a besoin de vous, et particulièrement des métiers de journaliste. Alors, les relations presse-politique, c'est pas toujours évident. Ça peut être tentant pour un élu quand même de passer par un réseau social sans avoir affaire à un journaliste pour communiquer. Moi, j'ai tendance à penser que le lecteur doit savoir faire la part des choses. Quand il y a un article dans la Charente Libre, il est positif, il est négatif, le journaliste transcrit l'information, et voilà. Quand c'est quelque chose de négatif, un élu, en général, il ne va pas le mettre sur le réseau social, il va se retenir. Donc, il faut bien que les gens arrivent à comprendre que c'est pas la même chose. Il est évident qu'on a besoin de communiquer, parce que voilà, les élus n'ont pas toujours une cote extrêmement positive dans la tête des gens, donc on a besoin de faire savoir. Mais une grosse difficulté, c'est quand même de savoir si on doit tout mettre, pas tout mettre, ou est-ce qu'on doit s'arrêter, est-ce que ça intéresse vraiment les gens ou pas, est-ce que c'est trop, enfin, c'est quelque chose qui est finalement assez difficile à gérer pour les élus locaux. Mais c'est évident qu'on ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux, parce que c'est un lieu d'information. Ce qui manque, enfin, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est plutôt un lieu de communication, pour être précis sur ce que si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On a bien vu aussi l'utilité des réseaux sociaux pendant la crise du Covid, par exemple, et y compris en politique, puisqu'on a mené une campagne pendant cette période-là, et donc on avait que les réseaux sociaux. Toujours Charente Libre, Oui, mais je veux dire, on ne pouvait pas faire de réunions publiques, etc., on ne pouvait pas sortir, donc les réseaux sociaux étaient extrêmement importants, et c'est par là qu'on a diffusé de nombreuses informations qui, pour une grande partie, ont été reprises également par la Charente Libre. Et pour revenir à ce que disait Jérôme, la sensibilisation et l'éducation aussi. Donc il y a beaucoup, les jeunes en particulier, prennent pour argent en comptant ce qui est sur les réseaux sociaux. Tu parlais du danger de la démocratie, je partage tout à fait. Et donc la question de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire, éducation par le biais justement des journalistes, de la presse, ça passe par là que les jeunes, et les moins jeunes, mais parlons des jeunes, qui sont très très accrochés aux réseaux sociaux, par cette masse, et donc c'est souvent les algorithmes, comme tu disais, qui font l'information. Là, il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation et une éducation
aux sources d'information, au métier du journaliste bien sûr, et donc à la réflexion et donc à l'enrichissement individuel et donc à l'éducation de chacun. Ça c'est majeur, c'est pas le cas aujourd'hui, pas suffisamment en tout cas. Mais alors, par exemple sur la période Covid, qui pour moi est la période la plus incroyable par rapport à d'autres métiers, le monde était arrêté. Plus personne n'allait travailler, plus personne ne sortait de chez lui, puisque d'abord il n'avait pas le droit. Nous, on a continué à bosser, on s'est vraiment senti extrêmement utile à ce moment-là, puisque les gens ne savaient pas trop ce qu'ils avaient le droit, ce qu'ils pouvaient faire, ils ne savaient pas non plus vraiment ce qui se passait. Et on était sollicités, on recevait tous les jours des dizaines et des dizaines de questions, mais extrêmement pratiques et extrêmement angoissées, où là on a eu un rôle extrêmement important pour leur répondre. Et on avait des gens évidemment de Charente qui nous posaient les questions, mais des gens de la France entière, parce qu'ils avaient compris que Charente Libre était capable de s'adresser directement à eux. Et ça a tellement bien marché que du coup on a décidé depuis d'avoir un journaliste qui est chargé de répondre aux questions des lecteurs. D'ailleurs c'est Stéphane Urbachtel qui est ici. Parfois c'est repris sur le site dans le journal, mais parfois c'est simplement une information directe parce qu'on sent qu'il y a une détresse, une difficulté, et qu'on pense que nous on a aussi ce rôle-là à jouer en plus. Une autre question, Armel, liée à la présence et l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. On l'a vu dans l'actualité extrêmement récente cette semaine. Françoise Coutan, l'élu écologiste d'Angoulême, a démissionné du conseil municipal d'Angoulême et elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux avant de prévenir Charente Libre. Il y a de nombreuses années, quand nous avons débuté, toi et moi, dans le métier, c'était Charente Libre ou Charente Libre. Aujourd'hui, il y a des élus qui, comme ça, utilisent les réseaux sociaux presque avant le journal. Comment est-ce que tu réagis? Comment le journal réagit face à cela? Moi, je pense que éventuellement, avant, ils auraient fait un communiqué qui aurait été adressé effectivement à la presse, où on aurait été les seuls. Voilà, moi, je pense que les élus, ils ont tout à fait le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, comme l'a dit Nicole, nous, ça nous sert aussi d'alerte, et c'est une manière de reprendre ou de ne pas reprendre une information. Après, sur l'exemple de la démission de Françoise Coutan, ce qui était intéressant pour nous, c'est de pouvoir aussi le mettre en perspective, essayer de décrypter pour quelles raisons, essayer aussi de retracer l'ensemble de sa carrière. Moi, je pense que les deux sont, dans le cas présent, assez complémentaires. Et d'ailleurs, elle a tout de suite accepté de répondre à nos questions sans aucune difficulté. Ça nous oblige, à nous, journalistes, de scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça a changé notre manière de travailler. Mon arrière-grand-père, qui était lui-même journaliste dans l'après-guerre, passait à peu près autant de temps aux troquettes du coin que moi je passe de temps sur Internet. On est obligé d'être sur les réseaux sociaux, Armel. Oui, mais en fait, c'est exactement le même métier. Moi, effectivement, je commence à avoir les cheveux qui ont blanchi. Moi aussi, j'ai commencé ma carrière en traînant dans les cafés. D'ailleurs, Jean-Claude Violet qui est là, et on avait l'occasion de se croiser de temps en temps à ce moment-là, notamment O'Neill, qui était un rendez-vous où, si on voulait avoir de l'info locale, eh bien, il fallait y aller. Aujourd'hui, effectivement, alors moi je le regrette, parce qu'en plus, à côté de moi j'ai un cafetier, et je trouve quand même que le contact direct est extrêmement sympa, mais le journaliste, il doit évidemment, et au début, il y a 15 ans, pour les journalistes un peu plus âgés, etc., c'était pas forcément évident, mais il faut absolument scruter. C'est une fenêtre qui est ouverte sur la rue, donc il faut y aller. Et après, en revanche, c'est là où il y a la différence, c'est qu'il faut qu'on fasse nos métiers, qu'on ne reprenne pas les choses comme ça, qu'on les analyse et qu'on fasse notamment le contradictoire qui est pour nous la base de notre métier. Michaël Lablanche, qui êtes ici à côté de moi, vous êtes donc le secrétaire général de la CGT. On a parlé avec les politiques il y a quelques instants, mais les organisations syndicales, elles aussi, sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez vous passer de la presse locale, et est-ce que cela éviterait les 20 000 manifestants selon les syndicats et 5 000 selon la police? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas possible pour notre organisation syndicale de se passer de la presse locale pour faire passer un certain nombre d'informations. Si on devait se passer de la presse, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait le temps de pouvoir aller rencontrer un maximum de salariés. Et aujourd'hui, le temps, il est compté. Et qui plus est, les moyens syndicaux ayant été drastiquement réduits, c'est de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, faire passer un article de presse dans la Charente Libre pour pouvoir faire passer des idées importantes et les revendications qu'on souhaite porter, c'est primordial aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Et c'est peut-être parfois pas toujours agréable pour nous, parce que pas dans le sens qu'on n'aime pas avoir un entretien avec la presse,
presse, c'est qu'on n'est pas toujours satisfait de ce qui ressort de nos échanges, parce que vous connaissez le jeu, le contrepoint. Il y a des contraintes qui sont là, mais néanmoins, lorsqu'il y a un article de presse qui sort sur l'annonce d'une manifestation, on sait que c'est un vecteur hyper important et qui va nous permettre d'informer tous les salariés de Charente. Vous apprenez à communiquer avec nous dans les syndicats ou pas ? Je pense que, à notre niveau local, il n'y a pas de formation pour aller s'adresser avec des journalistes. Au niveau national, ils suivent certaines formations parce que l'entretien, par exemple, avec une presse télé sur un plateau type CNews ou BFM TV, c'est pas toujours très pratique. Nous, on n'apprend pas à parler avec le journaliste. En fait, on essaye de faire ça de manière naturelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas toujours facile de pouvoir s'adresser à un journaliste avec le sentiment éventuellement de la question piège dans laquelle on va tomber. Mais non, c'est des choses qui sont faites et sur lesquelles on essaye de travailler très tranquillement sans se mettre une pression non plus de dingue. C'est juste un entretien entre deux personnes pour essayer de faire passer des idées qui sont pour nous relativement importantes. Armel, on le voit, un relais naturel des syndicats. Maintenant, il y a plein de mouvements qui se lancent en dehors des syndicats. Pour nous, ça a été assez dur à gérer la crise des Gilets jaunes, où toutes les informations se passaient sur Facebook. Comment on traite ce genre de mouvement ? Mais c'est là où, effectivement, tout à l'heure on a parlé des algorithmes, mais les réseaux sociaux, on ne s'adresse qu'aux gens qui sont déjà convaincus, qu'aux gens qui sont déjà sympathisants, on leur donne que ces informations-là, et c'est vraiment là, nous, on a un rôle important, c'est que nous, Charente Libre, on s'adresse à tous les Charentais. Tous les jours, Charente Libre, c'est 28 000 journaux qui sont vendus. Un journal, il est lu par 4 personnes. Donc vous faites la multiplication, on est à 120 000. On a 200 000 visites tous les jours sur notre site. Donc on touche vraiment l'ensemble des Charentais. Je crois que c'est aujourd'hui 45% des Charentais ont une info de la Charente Libre chaque jour. Donc on a une puissance extrême. Et notamment au moment des Gilets jaunes, qui était un mouvement de fond avec beaucoup de gens, etc., c'était important, nous, qu'on puisse aller les voir, rentrer en profondeur sur les sujets. Et ça a été effectivement très très compliqué. Mais assez rapidement, un lien de confiance s'est établi entre nos journalistes et les Gilets jaunes, et on a pu travailler de manière assez normale. Alors c'était compliqué, je me souviens un soir, ils voulaient bloquer la sortie du journal, mais c'est fou, parce que je veux dire, un monde sans journaux, un monde sans journalistes, c'est plus une démocratie. Donc on a fini par leur expliquer, on a réussi à sortir. C'est une période très compliqué mais c'est vrai, parce que il y a la presse nationale, il y a la presse locale. Alors moi j'ai beaucoup de respect, y compris pour la presse nationale qui fait souvent très très bien son travail, mais ils sont pas tout à fait dans les mêmes conditions, et l'important c'est d'établir des relations de confiance, y compris avec des gens qui pensent pas comme nous, y compris avec des gens qui pensent que les journalistes font pas bien leur boulot. Et généralement, quand on se connaît, on réussit à bien travailler tous ensemble. Pierre Allory, quand on tient un commerce comme le vôtre... Je disais souvent la presse nationale, reprend l'édito de Charente Libre d'ailleurs. Un édito dont certains sont de grande qualité. Je ne dis pas ça pour flatter, mais c'est vrai. Alors Pierre Allory maintenant, quand on tient un commerce comme le vôtre, le réflexe Charente Libre, journal papier, sur le comptoir au troquet, ça existe toujours ou c'est totalement dépassé ? Alors, le journal papier existe toujours, bien entendu, et très commenté autour d'un café. Mais je me rappelle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où j'avais ma première affaire à Soyaux, qui s'appelait le bar du marché, déjà. Et je me rappelle avoir acheté tous les matins au moins 3 Charentes Libres, pour que mes clients puissent la lire et ne pas se la battre, parce qu'ils avaient des genres d'embauche. Et oui, j'avais au moins 3 Charentes Libres. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est plus le cas aujourd'hui, mais j'en ai quand même une, Charente Libre. Et maintenant, avec le numérique, la plupart des gens l'ont déjà lu quand ils arrivent au café. Mais ça ne les empêche pas quand même de débattre. Et à travers tous les articles que vous pouvez faire, c'est des fois quand même assez épique.
Et alors, vous-même, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'on écrit. Les réseaux sociaux, ça vous permet de pouvoir commenter de manière publique cette information locale qu'on diffuse, nous ? Disons que les réseaux sociaux, nous, à travers également toutes les soirées qu'on peut faire, c'est aussi un outil de communication. La Charente Libre vient souvent, et j'arrive à le comprendre, chercher les informations à travers nos réseaux sociaux. Alors en effet, je ne suis pas toujours d'accord. Je sais vous le dire aussi. Je sais aussi vous dire quand c'est bien aussi. Mais ça permet aussi d'en débattre. Et par moments, c'est un petit peu orienté. Et on a du mal à retranscrire exactement ce qu'on a voulu dire. Donc c'est pour ça que ça fait débat aussi. C'est pour ça aussi que je me permets de vous le dire. Mais pour nous, c'est vrai que c'est un outil de communication très important quand même. Alors, on a parlé des journalistes et avec les journalistes, mais Charente Libre a aussi un énorme réseau de correspondants, 60 correspondants. Et donc, on va discuter maintenant avec Josie Merzo. Vous êtes les yeux et les oreilles du journal, comme on dit, dans le Sud-Charente. Le correspondant, c'est la proximité absolue entre le journal et le terrain ? Oui, alors je vous avertis, c'est que je parle beaucoup moins bien que tous les gens qui viennent de parler parce que j'ai moins l'habitude. Mais c'est important quand même. Mais je peux parler beaucoup aussi. Et donc, je ne sais plus la question que tu m'as posée. Est-ce que le correspondant, c'est à la proximité vraiment absolue ? Oui, parce que moi, je peux aller au troquet. Moi, je peux aller au troquet et moi, je rencontre les gens dans la rue, je connais tout le monde, je connais tous les interlocuteurs de la vie locale. Alors, de par ma profession, en plus, je connaissais tous les maires, je connais tous les habitants. Et c'est mon coin, j'y suis née. Donc, c'est très facile pour moi. Et bon, je ne sais pas si c'est le cas de tous mes collègues, mais en tout cas, pour moi, oui. Et est-ce qu'on a le sentiment d'être utile quand on fait ce travail-là ? Absolument. Moi, je le fais parce que je me sens utile. Parce que si j'étais pas là, qui est-ce qui porterait la voix de ces petites communes qui sont déjà moribondes ? Et donc, il faut absolument qu'on continue à en parler. Je l'ai fait uniquement pour ça. Je sers à Charente Libre et ça me sert aussi parce que c'est valorisant, parce que Charente Libre m'autorise à faire des articles longs, des ouvertures. Et ça, c'est valorisant pour moi, pour tous mes collègues. Je peux parler encore. Mais bien sûr, mais questions. Parle autant que tu le souhaites. Alors, quand j'étais en Charente-Limousine ou quand je suis passée à Cognac, j'ai souvent entendu les correspondants se plaindre du fait que c'était de plus en plus difficile d'aller chercher l'info, que les communes publiaient aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et qu'il fallait sans cesse leur répéter qu'on était là. Oui. Alors, moi, je m'en sers des réseaux sociaux parce que les ruraux, c'est pas péjoratif, les ruraux, ce sont pas des bons communicants pour moi. Les néo-ruraux, par contre, je me rends compte qu'ils ont l'habitude et ils viennent vers nous. Tandis que les gens, ils sont la tête dans le guidon tout le temps. Ils bossent, ils font des choses. Et par contre, ils ne pensent pas à nous souvent. Donc, les réseaux sociaux, moi, je m'en sers. Parce que je trouve des informations, je contacte les gens et je vais les voir et je fais mes articles. Voilà. Les gens ne t'oublient pas, donc ils passent quand même par toi. Pas forcément spontanément, mais moi, je les rappelle. Est-ce que c'est compliqué, cette hyper-proximité ? Parce qu'à force d'être très proche, trop proche, on peut être un peu dépendant de ces sources ? Ah non, non, absolument pas. Non, enfin pour moi, c'est pas lourd du tout. C'est que du plaisir de rencontrer les gens, d'échanger, de les mettre en lien, puisque j'ai aussi cette possibilité, parce qu'on vit les uns côté des autres et on ne se connaît pas. Et on ne connaît pas des gens de valeur qui habitent à côté, des gens passionnés qui font des choses passionnantes. Et donc, je les mets aussi en lien et je trouve que ça, c'est aussi très intéressant pour le correspondant. Armelle, on a parlé beaucoup de l'utilité du journal. Ce n'est pas forcément un mot qui aurait été le premier mot utilisé il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel ce mot d'utilité. On aurait peut-être parlé de l'impertinence du journal, de l'engagement du journal. Aujourd'hui, l'utilité du journal... et les correspondants qui sont à côté de nous en sont un exemple, c'est vraiment un des premiers éléments. Ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. Moi, mes parents, ils avaient un bistrot en Bretagne et on vendait le journal. Et je voyais ce qu'ils allaient chercher et je pense qu'un journal, il doit d'abord être utile. On peut faire... d'abord, il faut être totalement clair sur quelle est la rubrique la plus lue dans le journal. Malheureusement, ce ne sont pas nos grandes enquêtes, malheureusement, ce ne sont pas nos magnifiques éditos, ce sont les avis d'obsèques.
Mais c'est extrêmement important. Enfin, je veux dire, le journal, c'est un lien de la société et c'est l'endroit où on a toutes les infos. Moi, ça me pose aucun problème que les avis d'obsèques soient plus lus que le seul article que j'ai écrit dans la semaine, mon petit billet du samedi. Ça me va très bien. Voilà. Mais non, parce que je pense que c'est important. Le journal, c'est un compagnon de tous les jours. D'abord, les gens, à Charente Libre, grâce au service commercial, ils le reçoivent chez eux à 7h du matin. Ils ont le journal au petit déjeuner, ils ont les infos, ils ont les avis d'obsèques, ils ont les faits divers, et après on essaye aussi de leur donner autre chose. Mais voilà, il faut être extrêmement modeste sur le rôle d'un journal. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'il soit toujours indispensable pour plein de gens. Il y a 20 ou 25 ans, avant Internet, je me disais, parce qu'en fait, la crise de la presse, elle a commencé avant. Je disais, mais à qui on sert, qui va encore nous lire, etc. Comment on va terminer, mais grâce à la technologie et au digital. Aujourd'hui, c'est 200 000 visites, je vous disais, tous les jours, et dans ces 200 000 visites, il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui viennent chercher l'info. Notre enjeu aujourd'hui, c'est que ces gens-là, il faut qu'à un moment donné, ils comprennent que l'info, ça n'a pas de prix, mais en revanche, ça a un coût, et qu'à un moment donné, ils acceptent de participer et de payer pour avoir une info de qualité. Comment on reste utile pour les 80 ans qui viennent, Armel ? Alors, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que dans 80 ans, je serai là. En tout cas, notre métier a évolué. Et Charente Libre, dans les choses importantes, on a dit un journal utile, un journal fédérateur. En Charente, c'est un élément, je pense, important. Le département est assez... Bon, Angoulême est au milieu, mais le département est assez morcelé, entre le Cognacais, entre le Limousin, le Sud-Charente. Pas forcément tout le monde a les mêmes préoccupations. Donc le journal doit être fédérateur, doit être le journal de tous les Charentais. On doit évidemment donner toutes les informations, et en particulier souvent des mauvaises nouvelles. On parle des faits divers, on parle éventuellement des scandales, des choses comme ça. Mais quand même, de plus en plus, on essaye aussi de mettre en avant tout ce qui se passe de bien, tout ce qui est positif, tout ce qui permet de donner une belle image de la Charente, sans forcer et sans se voiler les yeux. Et il y a un très bon exemple derrière moi, c'est avec ce magazine La Charente J'adore. Je crois qu'on est au 5e ou au 6e numéro, et on se rend compte que dans ce département, il y a des gens assez extraordinaires. Et alors c'est intéressant parce que ça permet aux gens de le lire, mais ça permet aussi aux gens de partager et de faire naître d'autres idées, et vraiment d'impulser cette dynamique. Et je pense que ça aussi, c'est le rôle du journal. Vous qui êtes avec nous aujourd'hui, les différents interlocuteurs, qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là ? Est-ce que vous avez le sentiment que Charente Libre est là pour annoncer surtout des mauvaises nouvelles ? Ou est-ce que vous aimeriez davantage que le journal soit là également pour développer les événements qui fonctionnent ? Quelle est votre analyse ? Par exemple, vous, Pierre Allory, qui est un lecteur assidu. Non, mais la Charente Libre, ça nous permet d'être au courant de tout ce qui se fait localement. Et je pense aussi que la Charente Libre, à travers les réseaux sociaux, nous a permis aussi peut-être de capter une tranche d'âge un peu plus jeune. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient abonnés à la Charente Libre. Et à travers les réseaux sociaux, ça permet qu'ils soient informés, qu'ils puissent également s'exprimer. Je dis ça parce qu'à travers ma clientèle, moi j'ai une clientèle assez jeune. Et il y a un sujet dernièrement qui a fait débat, je ne reviendrai pas là-dessus, où ça a été un petit peu un défouloir là, sur les réseaux sociaux, sur une affaire concurrente qui s'est montée. Justement, à travers ça, j'ai su m'exprimer de visu avec vous parce que personnellement, j'avais décidé de ne pas répondre à cet article. Et malgré ça, j'ai quand même été cité dedans. Ça m'avait un petit peu froissé. À partir du moment où je décide de ne pas répondre, ça m'a un petit peu froissé que mon nom soit cité. Mais Facebook, pour ne pas le citer, ce réseau social m'a permis de répondre. Et je me suis permis de faire un droit de réponse à la Charente Libre avec mes propres propos. Tout ça parce que j'avais la crainte que l'interview soit un petit peu déformée et qu'on n'y ait pas vraiment le fond de ma pensée. Et juste une phrase sortie de son contexte, ça peut faire débat. Et à travers Facebook, ça peut faire débat, mais ça peut faire dégâts aussi.
Donc, ce sont les commentaires en fait sur Facebook qui sont dangereux. Ouais, c'est surtout sur les commentaires. Vous aussi, vous êtes d'accord D'ailleurs, à ce propos, vous avez enlevé les commentaires sur les articles de la Charente Libre, j'ai vu. Parce qu'on a sur l'application, oui. Ouais, sur l'application, parce que j'ai connu une époque où ça allait un petit peu trop loin. Et heureusement qu'il y avait des modérateurs, parce que c'est dangereux aussi, quand même. Et en plus, ça contribue à cette confusion, où en fait, le journal, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je peux répondre, je réponds sur Facebook, je réponds sur la Charente Libre, etc. Et à mon avis, il est important de marquer cette distance, qu'il y a un côté où il y a un médiateur, qui est le journaliste, qui traite, et de l'autre côté, c'est malheureusement, ou heureusement, ouvert à la totale liberté avec toutes les extrémités qu'il peut y avoir, évidemment. Armel, t'es jamais, toi, pour fermer les commentaires? Tu veux que les gens puissent s'exprimer? Alors, c'est vraiment un débat compliqué. D'abord, moi, je lis pas souvent les commentaires. Je lis les commentaires des articles que je publie et j'encourage les journalistes à lire les commentaires des articles qu'ils publient et d'intervenir dessus. Alors après, je sais que vous n'avez pas forcément le temps, etc. Mais généralement, quand le journaliste intervient et réussit à discuter, on arrive très rapidement à calmer le jeu. Après, enlever les commentaires, ce serait se boucher les oreilles, ce serait casser le thermomètre pour dire que la société n'a pas la fièvre, donc ça pas. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Tous les journaux sont confrontés à ce type de choses. Nous, aujourd'hui, on peut commenter les articles et les commentaires sont de retour sur l'application depuis quelques semaines. En revanche, par exemple, les faits divers, on enlève les commentaires parce qu'il y a souvent des problèmes de manque de respect pour les victimes, et ça, c'est effectivement dramatique. On est aussi confronté à des commentaires extrêmement racistes, et ça, c'est inacceptable qu'on puisse le retrouver sur le site Charente Libre, y compris dans les commentaires. Mais on compte aussi sur l'ensemble des internautes et des lecteurs pour eux-mêmes venir discuter, donner un autre point de vue. Il ne faut pas que la parole reste simplement aux imbéciles qui crient plus fort sur les réseaux, quoi. Mais le débat est riche, mais à ce moment-là, il ne doit pas être anonyme. Voilà, à ce moment-là, très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, de réagir sur un article. Des fois on le fait quand nous on a la chance de croiser un journaliste, de dire tiens tel article, etc. Mais à ce moment-là, il faut l'assumer, c'est un débat. Techniquement, c'est impossible, puisqu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'inscrire avec n'importe quel nom, etc. En revanche, la personne qui commente sur les réseaux, y compris anonymement, n'est jamais anonyme. On a un très bon exemple puisque René Pilato, député d'Angoulême, nous a rejoint. Jeudi, on a fait un article pour annoncer la manifestation qui était prévue hier. Il y a eu un commentaire extrêmement déplacé d'un internaute avec un commentaire qui pouvait ressembler à des menaces de mort. Immédiatement, la police s'en est saisie. Immédiatement, ils ont pris contact avec nous. Immédiatement, on a donné toutes les informations qui étaient en notre possession. Et ça, tous les gens qui commentent sur le site doivent le savoir. On remontera jusqu'à eux et ils pourront être condamnés et poursuivis. Michael Lablanche, vous vouliez réagir sur ce sujet? Oui, enfin, sur les commentaires, moi je partage ce que disait Armel Leny par rapport à l'impossibilité aujourd'hui de pouvoir empêcher les gens de déverser leur haine, puisque aujourd'hui l'anonymat est de plus en plus courant et qu'on ne peut pas obliger les gens à s'identifier. Maintenant, par rapport à la première question que vous aviez sur l'utilité, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on attend et quelle utilité nous on met derrière, qu'est-ce qu'on met derrière le mot utilité par rapport à un journal comme la Charente Libre. J'ai envie de dire que moi, on a des camarades de la CGT ou même dans d'autres organisations syndicales qui n'attendent pas que le journal soit le vecteur de leurs informations. Par contre, ça crée parfois un sentiment de malaise parce que l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une retranscription pas toujours, et Pierre Laury le disait aussi, pas toujours correcte des propos qu'on a pu avoir, fait que ça peut biaiser l'idée et l'information. Et aujourd'hui, on a des camarades qui ont un ressenti vis-à-vis de la presse qui n'est pas toujours positif, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les articles qui ont été faits. Moi, je me rappelle un article sur... on avait organisé des assises jeunes à Champigny il y a quelques années avec Philippe Martinez, qui était alors le secrétaire général de la CGT, qui était venu en Charente. Et l'article commence en gros avec Philippe Martinez qui vient regarder les boulistes qui jouent à côté de la salle. Enfin, les copains, ils ont dit « mais c'est quoi cet article, quoi ?» Donc, on sait que c'est un vecteur d'information, mais en même temps... il y a une critique assez forte et on n'attend pas non plus des choses exceptionnelles. Par contre, que vous soyez là pour relater, vous le disiez tout à l'heure, les faits divers comme les événements qui se passent en Charente, ça nous paraît très important. Parce que ça permet aussi d'avoir un élément d'analyse
profond ou en tout cas intéressé et intéressant qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand on est sur un réseau social comme TikTok, c'est de l'instantané et c'est bien ça qui pose problème, c'est que c'est tellement court que les gens croient le peu qu'ils ont vu. Armel, on n'écrit pas toujours les articles comme nos interlocuteurs voudraient qu'on le fasse. C'est la différence entre le journalisme et la communication ? Ouais, alors c'est vrai, mais d'abord il nous arrive quand même de commettre des erreurs, de pas bien saisir les propos, de résumer un peu trop les propos. Sincèrement, et aujourd'hui, nous tous, on l'admet. Et c'est aussi ce qui a changé avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a 30 ans, le journaliste, il pouvait être dans sa tour d'ivoire, il écrivait ce qu'il voulait. Et des gens pouvaient ne pas être contents, mais ils le disaient à leur petit cercle. Moi, je trouve super sain pour la démocratie et pour notre métier qu'on puisse être remis en cause, y compris publiquement, à condition, nous aussi, là, de réagir et que ça se passe généralement dans de bonnes manières. Après, forcément que les gens qui veulent communiquer... Nous, on n'est pas un tableau d'affichage. Donc les gens forcément ils vont pas tout à fait se retrouver, ils vont dire t'as trop résumé, c'est pas tout à fait... Non, enfin voilà, heureusement on connaît notre métier, on sait que... Et quand les gens parlent d'un sujet qui les concerne pas, ils disent putain votre papier il est vraiment bien. Mais voilà, quand on est concerné, des fois on manque un peu de recul et on a une vision un petit peu différente. Nicole, vous vouliez réagir aussi ? Oui, je voulais dire qu'on voit bien l'intérêt des réseaux sociaux, mais aussi le danger des réseaux sociaux, y compris pour la démocratie. Vous parliez tout à l'heure des commentaires. Moi, je me souviens des antivax, par exemple, qui ont inondé les réseaux sociaux, qui ont inondé mon site internet simplement parce que, évidemment, j'étais pour la vaccination, avec des croix gammées, me traitant de nazis, etc., de terroristes, ce que vous voulez. Et on a réussi, enfin, ce groupe-là, mais malheureusement il y en a d'autres, nos forces de gendarmerie ont réussi à remonter et à faire condamner ces réseaux internationaux qui s'adonnent à ce type de comportement et qui sont là pour nous faire peur à nous, les élus, et nous contraindre dans nos décisions. Donc on voit la dangerosité, bien évidemment, des réseaux. Et je disais tout à l'heure en aparté à Jérôme, j'avais mon petit-fils cet été qui a 14 ans et qui m'expliquait qu'il s'était coupé d'un certain nombre de ses copains parce que ses copains qui regardaient TikTok, etc., étaient devenus tous avaient considéré que le Rassemblement national était le parti des jeunes, etc., et qui la parole de M. Bardella était la parole vraie, en tenant des propos extrêmement graves que je ne donnerai pas ici. Et donc, il a essayé, lui, du haut de ses 14 ans, de dire « mais c'est faux, ça et ça ». Mais ces jeunes étaient persuadés de la vérité. Ce sont des jeunes qui, pour certains, votent ou vont voter demain. Donc on voit la dangerosité des messages divulgués, que ce soit à travers des commentaires, que ce soit à travers des positions claires, que ce soit sur complotistes, que ce soit sur les antivax, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur d'autres choses. Donc bien évidemment, en contre-pied, la presse locale, avec toutes les difficultés que ça représente, a un jeu fondamental, et la presse nationale aussi, et le journalisme, a un jeu fondamental à jouer pour préserver cette démocratie-là. Et pour revenir à la question du début qui était est-ce qu'on doit annoncer que des mauvaises nouvelles ou est-ce qu'il faut qu'on ait... Bien sûr, alors le monde est compliqué, on le voit difficile, mais non, il faut des bonnes nouvelles bien évidemment. Et il y a des gens magnifiques en Charente, pas que des élus. Il y a des gens absolument magnifiques qui font des choses extraordinaires qu'il faut mettre en valeur. Et donc les correspondants locaux sont là pour ça, pas que, mais il se passe des belles choses et donc il faut bien évidemment le dire. Et je peux t'assurer que c'est bien pour nous aussi, les élus, ça nous donne aussi du baume au cœur. Donc, bien sûr, de la communication et de l'information positive. Et vraie, évidemment. Alors, ça fait 45 minutes maintenant qu'on débat tous ensemble. On voulait aussi vous proposer à vous, public, de poser des questions ce matin. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer, ont des questions à poser à l'un ou l'autre de nos interlocuteurs ? N'hésitez pas, timides, Très rapidement, je retiens ce qu'a dit Jérôme Sourisseau. Est-ce qu'il faut légiférer sur le non-anonymat ? C'est une question. Et la deuxième question, si on légifère sur le non-anonymat,
à quel âge on met la limite? 14, 16, 18. Voilà ma question. Nicole, Et est-ce que vous avez une réponse? Nos démocraties vont avoir besoin de renforcer nos piliers. L'un des piliers, c'est la responsabilité. Et on ne peut plus être avec une lecture assez angélique de l'innocence de l'adolescence. Voilà. J'ai été principal, proviseur. Un jeune de 13 ans aujourd'hui, c'est pas le même jeune de 13 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans. Donc évidemment, les conséquences doivent être différentes, mais la responsabilité à la fois du jeune et de ses parents, qui en sont responsables, à mon avis, oui, c'est des choses où il faut reposer un cadre pour qu'on donne aux futurs citoyens le sens des choses. Quand j'écris, certes, dans le monde dans lequel ils vivent, on écrit quelque chose et le lendemain c'est oublié. C'est un monde extrêmement furtif. Du coup, ça en enlève un sens de responsabilité, puisqu'on passe à autre chose. Et notre monde est un petit peu comme ça. On zappe. En fait, on en a marre, on zappe. La responsabilité pénale, la responsabilité sociétale, toutes les responsabilités, elles demeurent et elles s'inscrivent dans la durée. Et il faut bien qu'il y ait des outils pour qu'ils le mesurent. Et je dirais, comme souvent quand j'étais chef d'établissement, il vaut mieux une petite sanction très vite au départ qu'attendre de quelque chose de très grave, irrémédiable. Donc oui, je pense qu'il est nécessaire de légiférer et probablement, alors je ne suis pas, ça se discuterait, 13, 14, je ne sais pas quel âge, mais oui, les décisions de condamnation, entre guillemets, seront à la proportion de leur âge avec une lecture qui correspondra, mais au moins pour leur apprendre la gravité. Quand j'écris quelque chose, attention, c'est pas anodin. Et évidemment d'arrêter l'anonymat, c'est indispensable. Oui, parce que je pense que c'est important. La question que pose René et l'analyse que vous faites, Monsieur Souriceau, je la partage. Attention quand même, parce qu'aujourd'hui, un enfant de 13 ans qui vit à Angoulême, un enfant de 13 ans qui vit en banlieue parisienne, ils n'ont pas non plus tout à fait la même culture et dans le sens de l'éducation. Et c'est là-dessus, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose. Et je crois que quelqu'un l'a dit, je ne sais plus, c'est Madame Bonnefoy, l'éducation, ça redevient prioritaire et ça doit redevenir essentiel. Aujourd'hui, je pense qu'on souffre d'une chose, c'est qu'on a une génération de parents qui ont souffert déjà de problèmes d'éducation et ça se retranscrit sur les enfants. Enfin, moi, je vois et j'entends, je discute avec mes collègues qui sont enseignants. Ils voient des choses, ils entendent des choses même de la part de parents qui sont aujourd'hui, voilà, qu'on n'aurait pas entendu il y a 20 ans. Donc ce problème de l'éducation, si là aussi on ne se donne pas des moyens pour éduquer très jeune à l'approche des réseaux sociaux et à comment tu te mets en responsabilité, ou que tu mets en tout cas la responsabilité de tes parents en cause lorsque tu as ce type de propos, et même caché derrière l'anonymat, et bien là, on va avoir des difficultés. Alors, sur les commentaires, il faut quand même, enfin, on ne pourrait pas rester sur les jeunes et les ados. Et je pense que la question de René Pilato, c'était plutôt à quel âge on peut éventuellement avoir accès au réseau, etc. Parce que le problème des commentaires anonymes, racistes, etc., c'est absolument pas une question d'âge, et c'est même généralement plutôt une question des plus âgés. Donc, Nicole, vous vouliez réagir aussi? Oui, je reviendrai sur l'éducation. La sanction, certainement, mais avant la sanction, je pense qu'il faut donner les moyens à l'éducation, qu'elle soit bien évidemment nationale et familiale, etc. Donc, donner les moyens à l'éducation nationale, par exemple. Je me souviens, on en a déjà débattu au Sénat, par exemple, pour que, devant la masse d'informations, les jeunes puissent être sensibilisés et formés au tri de l'information déjà. Comment on fait et la source, quoi. Quelles sont ces sources d'information? Comment on fait pour la trier? À partir de là, quand on se l'approprie, comment on l'intègre, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça. L'information, elle arrive, elle est brute, et elle est répétitive, et elle finit par déformer les consciences avec des conséquences extrêmement graves. La même chose pour les familles. Moi, je ne mets pas, je dis pas qu'elles ne font pas ce qu'elles devraient faire, mais c'est difficile aussi. Il y a beaucoup de familles monoparentales, etc. Donc c'est compliqué. Et donc là, il faut pas
pareil, donner les moyens aux familles pour faire en sorte que et aux associations, il y a ici des responsables associatifs, pour que justement toute cette éducation familiale populaire puisse permettre aux jeunes en particulier d'avoir des cerveaux capables de juger, capables de trier, et donc capable ensuite d'agir en conscience. Oui, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, il y a aussi de très bons médias qui s'adressent aux jeunes, je pense à Hugo Décrypte ou Brut. C'est de l'information vérifiée, mais il faut... Voilà. Ah, elle existe aussi et certains sont... Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de nous dire des choses? Non, c'était une question toute simple, à savoir est-ce qu'on a une idée sur l'âge moyen du lecteur de journal papier, et si à terme... Pardon. Alors, l'âge moyen du lecteur de journal papier, c'est compliqué. De l'acheteur, on en a déjà un petit peu plus. C'est plutôt, je pense, autour de 60 ans, voire un petit peu plus. Christophe Gaudry, le directeur commercial, me fait signe. Mais ça, c'est l'acheteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âge moyen du lecteur, y compris en numérique, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de différence. Et là, je pense qu'on redescend et qu'on est plutôt vers 40 ans. Je pense, voilà, plutôt là-dessus. Après, ça dépend des sujets. Les sports, ils sont un petit peu plus jeunes. La politique, sont souvent peut-être plus âgés, quoi. Non, c'est aussi l'information au fil du site. Je ne parle pas du PDF en numérique, hein, où là l'information est extrêmement hiérarchisée, etc. Alors c'est effectivement ce côté-là aussi qui parfois déforme un peu l'image que les journaux peuvent donner. C'est qu'un journal papier, c'est construit, il y a une hiérarchie, il y a une une, avec des sujets que la rédaction a choisi, veut mettre en avant, avec des papiers qui sont en tête de page, qui sont longs, etc. Sur Internet, tout est un peu mélangé et mis au même niveau. La tarte aux pommes de Nicole et le nom du nouveau Premier ministre. Mais là, c'est aussi au lecteur de faire son choix. Il y a une autre question ici. Oui, bonjour, Jacques Boiron. J'ai une idée à proposer éventuellement à la Charente Libre. Pourquoi ne feriez-vous pas un article comme on faisait autrefois, vous savez, dans les écoles, il y avait une phrase d'instruction civique qui était proposée tous les matins par l'institutrice. Alors je suis bien placé parce que j'avais ma mère qui était institutrice, et ça pourrait peut-être remettre un petit peu une certaine responsabilité, respect, tout ce qu'on entend aujourd'hui dire, qu'on aurait besoin de remettre un petit peu à jour vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes peut-être aussi. Ouais. Et tous les matins, peut-être pas tous les matins, mais une fois par semaine, un article sur le civisme, sur la responsabilité. Voilà. Ouais, après, moi, je sais pas, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un journal? Moi, ça me ferait peur de passer éventuellement pour donneur de leçons ou des choses comme ça. Mais je pense que le simple fait de lire le journal permet de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à son voisinage. Et les gens, moi j'ai la faiblesse de penser que les gens qui s'informent sont un peu plus intelligents et un peu plus adaptés à la société que les gens qui se contentent éventuellement d'une vidéo de 30 secondes sur un réseau social chinois. À l'heure du tout numérique, justement, un journal pourrait-il être que numérique face aux réseaux sociaux? Alors, j'espère que non. Alors ça commence à arriver, notamment aux États-Unis et y compris au Canada. Pour nous, c'est extrêmement important de garder un journal papier parce que c'est encore 80% de nos revenus, donc c'est essentiel. Et le plaisir tous les matins de lire, de toucher un journal, de le lire, de le sentir, etc., y compris chez les jeunes générations, moi je le ressens toujours, et j'espère que ça va durer très longtemps. Et le fait d'aller le chercher dans sa boîte aux lettres, enfin, il y a toute une espèce de symbolique autour du journal qui est importante. Mais après, effectivement, le numérique, c'est génial. On est lu par des gens dans le monde entier.
Parfois c'est des Charentais, parfois c'est des gens simplement qui aiment bien nos éditorialistes ou qui aiment bien tel sujet. Et c'est quand même une chance énorme pour nous médias aujourd'hui pour se développer. Avec le papier, on n'a pas besoin d'une bonne Wi-Fi. Effectivement, c'est un peu plus simple. Après, ça nous pose, nous, des problèmes de distribution, etc., qui sont aussi compliqués. Et avec Armel, donc une vraie stratégie, malgré tout, aujourd'hui, vidéo, réseaux sociaux, Charente Libre est présent sur tous les supports. Oui, effectivement, on s'est beaucoup développé et vous le voyez là avec cette web TV qui propose des rendez-vous nombreux et c'est ce qu'on va essayer de développer, notamment, et Nicole le disait, sur le côté aussi de pouvoir débattre de sujets. Et le débat, il n'est pas simplement dans l'hémicycle du département ou au conseil municipal, mais les élus peuvent venir s'exprimer et parler à l'ensemble des Charentais. Et il n'est pas que politique, évidemment. Une autre question. Bon, moi, je voudrais, Bertrand Demady, ancien correspondant, je voudrais féliciter Charente Libre et rendre hommage à Charente Libre d'avoir su conserver un réseau de correspondants, parce que les correspondants vont au cœur des problèmes en ruralité, et ce qu'on entend souvent, c'est que la ruralité, elle est abandonnée. Là, les correspondants vont au cœur de l'information, vont chercher l'information, et vont, comme a dit notre collègue tout à l'heure, et ça, Charente Libre fait pas mal d'articles, rend compte des articles des correspondants sur la presse, et je trouve ça merveilleux et c'est apprécié de nombreux lecteurs en ruralité. Mais les correspondants, c'est plus de la moitié de l'espace du journal, donc ça veut dire qu'on y consacre beaucoup de place et c'est très important qu'on a des correspondants extrêmement fidèles, certains sont là depuis 30 ans, etc. Mais on réussit quand même aujourd'hui aussi à continuer à recruter des correspondants, mais pour nous c'est essentiel, et parce que s'il n'y a pas de correspondants, on est coupé de la réalité du terrain, et moi j'adore les papiers de plein de correspondants, et en particulier ceux de Josy, qui nous font découvrir des gens dans le sud Charente que personne ne connaît. Le sujet, il est repris dans Charente Libre, et après il est repris par les télés, et j'imagine que ça fait plaisir, Josy. Oui, mais moi je dis qu'on a le beau rôle et qu'on est presque de santé publique, parce que quand même les journaux nationaux, ce n'est que catastrophe, polémique, et nous, on parle de notre voisin qui est très content de se voir sur le journal, on parle des actions des associations, de ce qui se passe dans notre collectivité, et je trouve que ça c'est bien, et ça fait du bien. Voilà. Et si on terminait sur cette belle note, cet échange aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à nos invités, merci de nous avoir suivis. Et on vous retrouve toujours sur le salon Santé Environnement, ici à l'Espace Cara. Et Charente Libre va faire un petit tour du département avec sa caravane. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente journée.